À 7 mois des élections municipales, la capitale fait l'objet de tous les regards. Avec une Anne Hidalgo contestée sur tous les terrains, la ville n'a pas cessé de creuser son déficit, une fuite qui pourrait conduire le maire vers la sortie. Le prix de l'immobilier poursuit son ascension à Paris. Dans la capitale, le prix au mètre carré vient de dépasser la barre symbolique des 10 000 €. Une bonne nouvelle pour les investisseurs et les propriétaires. Le problème du logement dans la ville lumière semble en revanche s'enliser année après année. Près de 5 millions de Français face à la solitude. Selon l'INSEE, près d'1 Français sur 10 n'aurait aucun lien social. Un malheur qui frappe particulièrement les personnes âgées, mais également les plus jeunes. Madame, Monsieur, bonsoir. Paris prend l'eau, les caisses de la ville se creusent de plus en plus depuis l'arrivée d'Anne Hidalgo à l'hôtel de ville. Les obsessions du maire de la capitale ont plombé les finances pour des résultats pour le moins mitigés. La dette par habitant a tout simplement doublé depuis son arrivée. Élise Blaise. Anne Hidalgo et l'hôpital Sainte-Anne ont un prénom comme premier point commun. La folie pourrait bien être le second. Partie en croisade contre les voitures pour prétendument limiter la pollution, Anne Hidalgo, en place depuis 4 ans, est devenue la bête noire d'un sacré nombre de Parisiens. Une des obsessions du maire, la mixité sociale. En effet, une des passions d'Anne Hidalgo, outre le fait de consacrer 2 milliards d'euros aux quartiers populaires, est de déclasser les quartiers considérés comme bourgeois de la capitale. Dans ce cadre, la mairie a installé un centre destiné aux SDF et possiblement aux clandestins dans le 16e arrondissement. Une ancienne caserne de gendarmerie, boulevard Exelmans, accueille également 250 clandestins. Le Conseil de Paris a voté au début de l'année un budget de 175 millions pour la création de plus de 2000 logements sociaux dans le 13e. Anne Hidalgo ne s'en cache pas, elle souhaite 30% de logements sociaux à horizon 2030. Déjà en 2015, la Dame de Paris avait déclaré vouloir la création de près de 4000 logements sociaux dans les quartiers UP, pour en finir, je cite, avec les ghettos de riches, en ciblant tout particulièrement le 1er et le 8e arrondissement. Pour toutes ces installations, la ville se porte donc acquéreur de nombreux immeubles à réhabiliter. Un édifice de 6 logements dans le 16e a ainsi été acheté 4,24 millions. La ville n'est visiblement pas friande des bonnes affaires. En effet, l'obsession de populariser les arrondissements considérés comme plus riches ne se fait pas sans frais. Certains immeubles sont donc acquis à des prix au-dessus du marché. À ce train-là, il suffira d'un deuxième mandat pour qu'Anne Hidalgo atteigne son Graal des 30% de logements sociaux. Un deuxième mandat incertain toutefois, notamment à cause de sa gestion de la voirie. Avec ses 61 km d'aménagement de pistes cyclables, la ville va débourser 150 millions d'euros jusqu'à 2020. Mais Anne Hidalgo adore le vélo et quand Anne Hidalgo aime, elle ne compte pas. Les Parisiens, eux, ne sont pas enchantés. Trop, c'est trop. Le vélo et tout, faut une ville fonctionnelle. Faut que les gens ils puissent marcher en voiture, normal. Et en vélo. Cause toujours, la méthode Hidalgo est bel et bien en roue libre et ce n'est pas la gestion des chantiers à Paris qui vient rééquilibrer la situation. Je veux les remercier, les Parisiennes, les Parisiens, de leur patience et de leur dire c'est voilà, toujours très difficile. C'est comme chez soi quand on fait des travaux. On passe du temps même un peu après les travaux dans la poussière à essayer de remettre tout en ordre. C'est ce que nous faisons. Une pédagogie un peu légère pour faire avaler les 7000 chantiers de la capitale recensés cet été. Avec les travaux, les désagréments s'enchaînent, les bouchons bien sûr, mais aussi la saleté et l'aspect général de la ville qui se dégrade à vue d'œil. Pour limiter les dégâts, Anne Hidalgo a une solution toute trouvée, embaucher. Ainsi, la capitale est passée de 40 000 salariés en 2001 à 57 000 aujourd'hui, soit 42,5% d'augmentation, de quoi alourdir encore les charges. Les méthodes du maire sont donc de plus en plus contestées et il faudra des années pour espérer remettre le budget à l'équilibre si toutefois son mandat s'arrêtait en 2020. Une éventualité totalement incertaine au vu de l'atomisation du paysage politique qui se dessine dans la course à l'hôtel de ville. Et on reste à Paris avec le mètre carré en moyenne à 10 000 €. La barre symbolique est atteinte alors que le volume de vente de biens immobiliers est également en constante croissance. Des tendances qui confortent l'immobilier comme valeur refuge et qui font de la capitale française une agglomération de plus en plus inaccessible. Le prix de l'immobilier ne cesse de croître à Paris. Dernier chiffre hautement symbolique annoncé jeudi par les notaires du Grand Paris, la barre des 10 000 € du mètre carré en moyenne a été dépassée au mois d'août. On a dépassé le plafond de verre des 10 000 € à Paris, le mètre carré au mois d'août. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on avait dépassé ce chiffre fatidique des 10 000 € dans beaucoup d'arrondissements, mais la moyenne parisienne
Maintenant, ça y est, on est à plus de 10 000. 10 000 euros du mètre carré en moyenne, un niveau symbolique atteint et qui est l'aboutissement d'une augmentation généralisée des prix en France. En effet, à l'exception de quelques rares agglomérations, le prix du logement à l'achat a explosé ces dernières années. À Paris, on parle même d'une hausse de plus de 60% en 10 ans, avec des arrondissements moins cotés à l'est et au nord, et où les prix se situent entre 8 500 et 9 500 du mètre carré, et d'autres arrondissements au cœur de la ville où le mètre carré dépasse parfois les 15 000 euros. Résultat, acheter dans la capitale n'est clairement plus accessible à tous. Aujourd'hui, les acquéreurs à Paris, c'est vraiment des couches socio-professionnelles qu'on dit plus, à savoir artisans, cadres, chefs d'entreprise, professions intermédiaires, et en couple. Donc il faut 2 salaires pour pouvoir acheter aujourd'hui à Paris. Et quelquefois, même souvent, il faut une aide familiale. C'est le petit plus qui fait qu'on reste à Paris. Des couches plus aisées, mais aussi des investisseurs et des particuliers étrangers, qu'ils soient chinois, russes, qataris ou américains, et qui participent largement à faire exploser les prix du marché et à priver les Parisiens de logements dans leur propre ville. Face à ce phénomène, de nombreux Parisiens ont migré en banlieue, un phénomène qui peut être observé dans de nombreuses grandes agglomérations à travers le monde. Contre cela, peu de solutions semblent exister, si ce n'est les vieilles formules qui consistent à construire toujours plus et toujours plus haut. Le seul moyen pour contenir les prix à Paris, c'est de construire. La solution, elle est entre les mains du maire. Il y a beaucoup qui disent qu'il faut construire des tours. Je ne sais pas si le Parisien a vraiment envie d'aller habiter dans les tours, mais ça peut être une solution. Une solution qui paraît un peu désuète, pour ne pas dire complètement hors de propos, alors que les nouveaux modes de communication et de travail, à l'heure du numérique notamment, pourraient pousser à une nouvelle approche du logement. Des solutions comme la limitation du droit de propriété dans les grandes agglomérations ou la condition de nationalité pour l'acquisition d'un bien pourraient également constituer des pistes de réflexion. Mais cela ne semble pas être la tendance. Et face à l'explosion du prix de l'immobilier, les Parisiens se trouvent être tantôt victimes pour ceux qui ne sont pas propriétaires, tantôt grands gagnants pour ceux qui avaient acheté des biens il y a une décennie. Nous sommes allés à leur rencontre pour recueillir leurs sentiments et les solutions qu'ils préconisent. Le prix du mètre carré ici actuellement à Paris, il a dépassé les 10 000 euros. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça excessivement cher pour des personnes qui ont des moyens très modestes. Comme je suis propriétaire, j'en suis heureux, mais c'est évidemment scandaleux, puisque c'est la preuve évidente de l'inégalité toujours croissante de la société. Elle est excessive pour ceux qui ne peuvent se l'acheter. Pour ceux qui ont les moyens pour s'acheter, elle est tout à fait normale. Donc, faut-il lutter contre le prix du marché ? Ou au contraire, laisser faire en sorte que le marché se régule de lui-même. Je trouve que c'est assez dramatique parce qu'on va avoir une ville un peu comme Londres. On n'aura que des gens soit très très riches ou des gens étrangers. Et tout le côté un peu culturel de Paris, je trouve, où tous les gens de souche, tous les Parisiens sont obligés de se déplacer en banlieue. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour limiter cette envolée des prix ? Tout simplement, il faut déplafonner les prix ou alors avoir beaucoup plus d'offres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le logement social qu'il faut développer dans Paris. Mais évidemment, comme c'est très cher, je ne vois pas comment l'État ou la ville peut acheter des appartements, mais enfin c'est ce qu'il faudrait faire. Je ne dirais pas qu'il faudrait une condition de nationalité pour acheter, donc je ne dirais pas qu'il faudrait une préférence française pour acheter. Cependant, je pense que ces loyers doivent être encadrés pour permettre qu'il y ait une certaine forme de mixité. Mais oui, on pourrait très bien dire quand même que privilégier peut-être les gens qui sont nés à Paris ou par, je sais pas, ou des prêts sur 30 ans ou par les mairies, par les arrondissements, des réunions d'associations. Moi, je suis pour la libre concurrence, pour que tout le monde puisse faire entre guillemets ses affaires. Je n'ai pas de bien. Si j'avais de bien, je serais content de pouvoir l'offrir à qui veut le prendre, tout simplement. Si l'État ne me prenait pas d'argent, je demanderais moins aux locataires. L'encadrement des loyers ne peut marcher que si vous encadrez ou si vous diminuez la pression fiscale sur les propriétaires bailleurs. Les Français face à l'isolement, alors que les moyens de communication n'ont jamais été aussi nombreux, de plus en plus de Français font face à un sentiment d'isolement, un phénomène de marginalisation qui touche particulièrement les personnes âgées et dépendantes. Thibaut Bastide.
Ils ne l'ont pas toujours choisi et pourtant ils n'ont plus aucun contact avec la famille, les amis, les voisins ou les collègues de travail. Ils, ce sont les 5 millions de Français victimes d'isolement. Mardi, l'INSEE a rendu public son dernier rapport consacré à l'isolement des personnes. Une étude réalisée en 2015, mais qui présente néanmoins l'avantage d'analyser l'évolution de l'isolement sur les 2 dernières décennies. Ainsi, un Français sur 10 n'aurait plus aucun contact avec les membres de son entourage familial et social. Un isolement constant qui toucherait en particulier les personnes âgées. Avec un peu plus d'une personne âgée de plus de 65 ans sur 3 qui se sent souvent, voire très souvent seule. Cette proportion atteint 39% entre 79 et 83 ans et 43% après 84 ans. Pourtant, selon l'étude, les causes de l'isolement ne ciblent pas uniquement les personnes âgées. En effet, elles englobent avant tout les personnes en situation de vulnérabilité, peu diplômés, souvent inactifs, disposant de revenus modestes, avec une nette surreprésentation des hommes, surtout lorsque l'isolement concerne plus particulièrement les relations familiales. Un mal français, mais pas que. Cette situation sociale est aussi constatée chez nos voisins européens. 6% de la population européenne n'aurait personne à qui demander de l'aide ou à qui parler de ses problèmes personnels, c'est-à-dire 30 millions de personnes isolées à travers l'Union européenne. Pourtant, l'étude tend à démontrer que les rencontres avec la famille se maintiennent. 70% disent voir des membres de leur famille au moins une fois par mois et celles avec l'entourage progressent légèrement, 75% en 2015 contre 72% en 2006. Paradoxe ou conséquence de l'hyperconnexion de la société. En effet, le bilan est largement faussé par les contacts distants et même très souvent superficiels par le biais des réseaux sociaux et des smartphones. La sensation de joignabilité cache donc un mal bien plus présent qu'il n'y paraît. D'ailleurs, par d'autres aspects, ces nouvelles méthodes de communication marquent davantage la solitude, car les réseaux sociaux permettent à chacun de comparer l'intensité de sa vie sociale. Ainsi, l'isolement frappe de plein fouet toutes les couches de la population, les plus âgés par le manque d'interaction et les plus jeunes par le trop plein d'interactions dû à la recherche permanente d'une vie sociale bien loin de la réalité. Et passons à présent à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Coup de couteau dans une école. Ce vendredi matin vers 6h30, un individu s'est introduit dans un établissement scolaire de Marseille et a poignardé à plusieurs reprises une cantinière. Dans sa fuite, il a blessé une autre employée de l'école en lui portant un coup de poing au visage. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Le suspect a été interpellé à proximité de l'école par la police municipale. La police judiciaire de Marseille est chargée de l'enquête. Une chapelle profanée par des graffitis sataniques. Vendredi dernier, des promeneurs ont découvert des dessins et inscriptions mystérieuses dans une chapelle du XIIIe siècle à Giroussens, dans le Tarn. Une tête de diable, des croix à l'envers ont été peintes. Une plainte a été déposée. Le petit édifice religieux d'origine médiévale, où des messes étaient célébrées jusqu'au XXe siècle, est isolé à proximité de la rivière d'Adoux. Depuis 5 ans, des bénévoles de l'association Arbre œuvrent à la restauration de la chapelle, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1942. La France, mère Noël des prestations sociales, alors que le gouvernement prépare pour 2020 une grande refonte des minima sociaux avec la création du revenu universel d'activité. L'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques a dévoilé le bilan des aides distribuées en 2017, ainsi 81 milliards d'euros de prestations sociales non contributives, c'est-à-dire non soumises au versement de cotisations sociales préalables, mais financées par la solidarité nationale, auraient été distribuées. Cette somme comprend les 10 minima sociaux dont l'allocation pour demandeurs d'asile. 4,22 millions de personnes étaient allocataires d'un minimum social fin 2017. En incluant les conjoints et les enfants à charge, 7 millions de personnes sont couvertes par les minima sociaux, soit 11% de la population. Le Zimbabwe perd Robert Mugabe, l'ancien chef d'État qui a dirigé son pays avec une main de fer entre 1980 et 2017, est mort à l'âge de 95 ans. L'annonce a été faite officiellement ce vendredi par l'actuel président zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Pendant son règne de 37 ans à la tête du Zimbabwe jusqu'à sa chute en 2017, Robert Mugabe est passé du statut de héros de l'indépendance et ami de l'Occident à celui de tyran qui a provoqué l'effondrement économique de son pays.
L'ouragan Dorian poursuit son chemin après avoir dévasté plusieurs îles des Bahamas. Dorian a été rétrogradé en catégorie 1 alors qu'il se rapproche des côtes américaines de Caroline du Nord. Selon un bilan provisoire, l'ouragan aurait causé la mort d'une trentaine de personnes, tandis que des milliers de maisons ont été détruites et 61 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire. Classé en catégorie 5 lors de son passage sur les Bahamas, Dorian est l'ouragan le plus violent depuis 1980 sur l'Atlantique et le plus violent qui n'ait jamais frappé l'archipel. Le visage pour remplacer la carte bancaire. En Chine, plus besoin d'argent liquide, de carte bancaire ni même de smartphone. Les consommateurs chinois peuvent désormais payer leurs achats en scannant leur visage. Dans un pays où la reconnaissance faciale est déjà très utilisée, cette nouvelle méthode est déployée dans une centaine de points de vente. Pour payer, les consommateurs doivent d'abord lier une photo de leur visage à leur compte bancaire ou à un système de paiement mobile. Une fois dans le magasin, ils n'ont ensuite plus qu'à faire scanner leur tête par le terminal prévu à cet effet. Les opposants à cette nouvelle méthode de paiement dénoncent une nouvelle forme de surveillance. Le clonage, un business juteux. Fin juillet, une entreprise chinoise a réussi à cloner un chaton acheté par un Pékinois pour remplacer son chat décédé. Le nouveau chat a été conçu grâce à une chatte porteuse à qui on a implanté le fragment d'ADN de l'animal défunt. Les propriétaires bouleversés par la mort de leur compagnon sont prêts à payer de coquettes sommes pour les ressusciter. Un clonage de chien coûte 48 000 € et celui d'un chat 32 000 €. 中国市场可能有几个亿的针对于宠物克隆或者相关产业的一些这个市场有这么大的规模。我们因为除了做这个克隆之外，我们也会做细胞保存，也做基因检测相关的这一系列的，我们认为市场有几个亿。 Cette nouvelle réussite pourrait mener à de futurs essais vers le clonage de pandas avant éventuellement celui de l'homme. Les questions éthiques, elles, ont été complètement évacuées. Et si le monstre du Loch Ness n'était finalement qu'une anguille? Après une longue étude dont les résultats ont été dévoilés jeudi, un scientifique néo-zélandais vient conforter cette hypothèse. Le généticien Neil Gemmell de l'université d'Otago à Dunedin en Nouvelle-Zélande a analysé et séquencé les ADN de 250 échantillons d'eau recueillis jusque dans les profondeurs du lac écossais. Selon les résultats, l'hypothèse d'un reptile venu du fin fond du Jurassique serait écartée. Is there a plesiosaur in Loch Ness? No. There is absolutely no evidence of any reptilian sequences in our samples. So I think we can be fairly sure that there is probably not a giant scaly reptile swimming around in Loch Ness. There is one idea that remains plausible, although the evidence for this is fairly anecdotal. There is large amounts of eel DNA in Loch Ness. Eels are very plentiful in the loch system. Is it possible that what people are seeing is a giant eel? Well, maybe. We don't know if the eel DNA that we are detecting is gigantic, from a gigantic eel or just many small eels. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, la France insoumise oublie la laïcité républicaine. Et ce soir, retrouvez Tête à Clash, Franck Tanguy et ses invités débattent de l'affaire Yann Moix, de la condamnation de 3 militants identitaires et de l'amendement Ciotti à la loi pour l'école. Il est méchant comme ça parce qu'en fait c'est un faible. Moi j'ai vu Yann Moix au sortir d'un cours de Sciences Po à 22h sur le quai d'un métro, d'accord, où il y avait des racailles qui arrivaient en face, crachant par terre et marchant comme des pendules, et Yann Moix faisait pipi dans sa culotte. En réalité c'est un faible et un lâche, c'est pour ça qu'il est méchant avec les autres quand il a du pouvoir. Guillaume de Thieulois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré à Jerzy Popiełuszko, l'aumônier anticommuniste de Solidarnosc. Ce sera bien sûr dimanche, mais tout de suite la France de Campagnol avec Christian Combaz. Et c'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi. Bonsoir.
J'ai un voisin de jardin qui est un homme assez paisible, en débardeur bleu marine, avec une espèce de toison grise assez débordante sur la poitrine, et qui était maraîcher avant sa retraite, ce qui fait que mon jardin a un peu honte en comparaison du sien, évidemment, mais il a l'air sensible au fait que je le limite dans sa façon de traiter ses tomates. Alors c'est donc un type assez massif, assez taciturne surtout, qui cultive ce jardin en parallèle avec d'autres, mais justement, il m'en a parlé, et si la chose m'a frappé, c'est qu'il possède un autre jardin à Villeneuve, cette ville du coin dont je vous ai parlé, dont je connais l'un des adjoints au maire, cette ville d'où sa famille était originaire, et comme j'avais des relations donc avec cet adjoint à la mairie de Villeneuve, le fameux Maxime, et comme ce type, le jardinier, la voyait très très bien qui c'était, le courant est passé tout de suite entre nous. D'autant plus qu'il avait à se plaindre, non de la mairie de Villeneuve, qui faisait ce qu'elle pouvait, mais de certaines populations qui étaient la cause de son renoncement progressif à cultiver son jardin de là-bas pour se rabattre sur celui d'ici de Campagnol. Ah bon, et pourquoi? Eh bien parce que, il me dit, il me pique tout, il me coupe tout, je ne peux plus faire de légumes, ils viennent la nuit me les prendre. Et c'est toujours les mêmes. Vous savez exactement où ils habitent, hein, alors je me demande dans quoi, dans des cités? Non, dans des caravanes. Et la mairie le sait, me dit-il, mais elle peut rien faire. Ou elle ne veut rien faire. Autour de cette parcelle, autrefois, me dit-il encore, il y avait plein de jardins ouvriers. On a d'abord fait des réunions, les gens se sont dit on va faire un tour de garde avec le fusil, mais tu parles. De toute façon, c'est pas à nous d'intimider ces gens-là, c'est à la mairie, c'est aux gendarmes. Mais ils nous disent on va pas faire des rondes nocturnes pour 3 tomates. De mon côté, après cette conversation, j'en ai parlé au fameux Maxime, l'adjoint à la culture de Villeneuve, qui m'a dit oui, c'est connu, malheureusement, il y a pas que le vol de fils de cuivre hein, sur les chantiers autour de la ville, il y a aussi maintenant le vol de légumes que tu retrouves ensuite au marché, en plus dans des états de fortune. Et je vais même te dire, à une certaine époque, quand on plantait des jonquilles sur les parterres fleuris de la ville, là, eh ben, tu retrouvais les jonquilles en botte au carrefour pour 2 € la botte, et les femmes qui vendaient ça, c'était assez signé, je te fais pas un dessin, mais c'était des silhouettes assez marquées esthétiquement, 4 pulls, des enfants de 4 ans qui mendient au carrefour en se faisant passer pour des Syriens, etc. Donc lui ai-je dit, on peut strictement rien faire, c'est ça? Si, quand il y a une adresse et quand il y a un état civil, on peut faire quelque chose, mais la plupart des vols dans les jardins potagers, désormais, sont le fait de gens qui n'ont pratiquement pas d'identité. Ils sont arrivés avant-hier du fond de l'Europe centrale, ou balkanique, et de toute façon, ils sont protégés quoi qu'ils fassent. Donc j'ai rapporté ces propos à mon fameux voisin de jardin, là, de Campagnol, qui m'a dit tous les gens à Villeneuve font comme moi. Ils sont tellement dégoûtés de ça qu'ils préfèrent cultiver un jardin de village dans la montagne, comme ici, où personne ne vient vous arracher vos légumes. Donc en fait, c'est comme à Beyrouth. Il connaissait un peu Beyrouth parce que son frère y avait été en poste. Les jardins de Villeneuve sont à l'abandon et les gens cultivent dans la montagne. Moi, je ne fais plus rien en bas, en tout cas. Mais le pire, c'est que, alors que les cerisiers sont pillés en bas, j'ai des cerisiers, eh bien, le fisc me compte une récolte de cerises. Du coup, l'an passé, je les ai fait couper, ces cerisiers, pour afficher les photos du massacre sur la porte du trésor public avec du scotch. Ben, figurez-vous que j'ai eu une amende pour affichage sauvage. Il y a vraiment des jours où même les gens honnêtes, comme moi, me dit-il, comprennent ceux qui mettent le feu à des tas de pneus dans la rue. Eh bien, pour ma part, j'ai trouvé que cette conversation était quand même très utile à 8 h du matin, avec un type tout simple, en débardeur, qui venait de la plaine voisine, et que tout ça comportait une leçon que je vous livre ici sans autre commentaire. En plus, il m'a promis de m'inviter à déjeuner au jardin, donc à côté, sous sa petite tonnelle, un jour où sa femme serait là, parce qu'ils ont un petit abri et un barbecue en pierre. Eh bien, je vous tiendrai au courant, j'irai pour vous, mais j'ai l'impression que je vais en apprendre beaucoup plus sur la vie à Villeneuve. Abonnez-vous, merci.